Bienvenue dans la série 10 du physique consacrée à la dernière leçon d'électricité, modulation et démodulation d'amplitude. La méthode est toujours la même, essayez de faire l'exercice tout seul et après vous comparez le résultat trouvé à celui proposé. Vous allez trouver le lien de cette série dans le descriptif de la vidéo. Exercice 1. Grand A, les bandes de fréquence allouées à la radiodiffusion sont repérées par GO de 1052 à 2000 mètres. GO veut dire grande onde. Ces valeurs sont les valeurs des longueurs d'onde qui commencent de 1052 jusqu'à 2000 mètres. FM, fréquence modulée, de 87,5 MHz à 108 MHz. Première question. Complétez sans justification le tableau ci-dessous en associant fréquence et longueur d'onde. Cela veut dire que pour les grandes ondes, je dois rajouter les valeurs des fréquences qui correspondent à ces longueurs d'onde. Et pour le FM, je dois ajouter les longueurs d'onde correspondantes aux fréquences 87,5 MHz et 108 MHz. Ici, on va utiliser la relation C, c'est-à-dire la célérité des ondes, égale lambda fois la fréquence. On a C égale lambda fois la fréquence. Maintenant, si on veut lambda, on divise par n. Si on veut n, on divise par lambda. N'oublions pas que la célérité de la lumière dans le vide, c'est 3 10 puissance 8. Donc, pour remplir ce tableau, je vais faire le calcul pour 1052 mètres et je déduis la fréquence. Et pour 2000 mètres, et je déduis la fréquence. Je trouve comme valeur numérique, donc pour 1052 mètres, on trouve 2,85 10 puissance 5 en Hertz. Et pour 2000, on trouve 1,5 10 puissance 5. Donc pour les grands ondes, les fréquences commencent de 1,5 10 puissance 5 à 2,85 10 puissance 5. Le 2,85 correspond à 1052 et le 1,5 correspond à 2000. Pour les fréquences modulées, en remplaçant F par 87,5 MHz et C par 3 10 puissance 8, on obtient la longueur d'onde lambda. On trouve 3,42 mètres. Et pour 108 MHz, on trouve 2,8 mètres. Deuxième question. La commission d'allocation des fréquences attribue un canal à chaque émetteur. En grande onde, chaque canal a une largeur spectrale de 9 kHz. Quel est le nombre maximum d'émetteurs autorisés par la commission sur cette bande de fréquence? Donc la bande de fréquence qui correspond aux grandes ondes commence de 1,5 10 puissance 5 jusqu'à 2,85 10 puissance 5. Donc il a une largeur de 2,85 10 puissance 5 moins 1,5 10 puissance 5. Donc, première chose à faire, c'est calculer la largeur de cette bande. Delta n, c'est 2,85 10 puissance 5 moins 1,5 10 puissance 5. Ça donne 1,35 10 puissance 5. Hertz, c'est-à-dire 135 kHz. La commission d'allocation des fréquences donne à chaque canal une largeur ou bien une bande de fréquence de 9 kHz. Ça veut dire que cette largeur sera divisée par 9 pour donner le nombre d'émetteurs. N'oublions pas que delta n, c'est la largeur de la bande de fréquence en GO, en grande onde. Et puisque chaque station ou bien chaque canal va avoir besoin de 9 kHz, donc on doit diviser 135 par 9 pour obtenir le nombre d'émetteurs. Donc le nombre d'émetteurs n égale à delta n divisé par 9. C'est 135 divisé par 9, ça donne 15. Donc on aura 15 stations pour les grandes ondes. C'est le nombre d'émetteurs possibles. Grand B, la deuxième partie de l'exercice. D'une façon générale, un signal modulé s'exprime par la relation S de t égale grand S de t cosinus θ de t.
dans laquelle S de t et θ de t sont des fonctions du temps. N'oublions pas ici, d'après le cours, le S de t ici, c'est l'amplitude de ce signal. Par contre, θ de t, c'est la phase à l'instant t. Première question. En modulation d'amplitude, quelle est la fonction qui contient le signal modulant? Dans le cas de modulation d'amplitude, le signal modulé contient le signal modulant dans l'amplitude, c'est-à-dire que S de t, c'est elle qui contient le signal modulant. Grand B, première question, petit a. En modulation d'amplitude, le signal modulant est contenu dans l'amplitude de S de t, c'est-à-dire dans S de t majuscule. Même question en modulation de fréquence. En modulation de fréquence, le signal modulant est contenu dans la fréquence du signal modulé. En FM, le signal modulant est contenu dans la fréquence de S de t. Et comme la fréquence se trouve dans la fonction θ de t, ceci veut dire que elle est contenue dans θ de t. Deuxième question. On reproduit l'enregistrement d'un signal modulé en fonction du temps. Les deux figures 1 et 2. Préciser la nature de la modulation correspondant à chaque signal. On constate dans le signal de la figure 1 que l'amplitude varie, il n'est pas constante. Donc ceci correspond à une modulation d'amplitude. Ici l'amplitude est constante, mais la période change. Ici on dit que la période change, ça veut dire que la fréquence change. Donc ceci correspond à la modulation de fréquence. Deuxièmement, petit a, la figure 1 correspond à modulation d'amplitude. Par contre, la figure 2 correspond à la modulation de fréquence. Petit b, dans le cas de la modulation d'amplitude, tracez directement sur la figure choisie l'allure du signal modulant. N'oublions pas que l'allure du signal modulant n'est que l'enveloppe du signal modulé. Donc, on va reproduire cette figure 1 et tracer son enveloppe. L'enveloppe de cette fonction représente le signal modulant. Donc le signal modulant, c'est l'enveloppe, c'est-à-dire on peut aussi tracer l'enveloppe inférieure. Donc le tracé en rouge représente le signal modulant. Donc, à savoir que chaque fois qu'on veut le signal modulant à partir du signal modulé en amplitude, on prend l'enveloppe du signal, soit l'enveloppe supérieure ou bien l'enveloppe inférieure. Troisième question, on veut transmettre par modulation d'amplitude un signal sinusoïdal de fréquence 440 Hz. Pour cela, on doit utiliser un signal porteur de fréquence grand F. Le signal modulé S de t peut se mettre sous la forme d'une somme de trois fonctions sinusoïdales. Petit a, exprimer les fréquences de ces trois fonctions sinusoïdales en fonction de petit f et grand F. Ceci, c'est une question de cours, il s'agit du spectre de fréquences. Les trois fréquences qui sont contenues dans S de t sont grand F moins petit f, grand F et grand F plus petit f. Donc c'est une question de cours. On ne demande pas de démontrer ce résultat. Alors ces fréquences sont grand F, la porteuse, moins petit f du signal modulant, puis la fréquence de la porteuse, puis f plus petit f. Petit b, parmi les trois couples, petit f, grand F, ci-dessous, choisir le seul possible. Je dois avoir une faible fréquence avec une haute fréquence. Donc,
Le deuxième choix n'est pas le bon, car on a inversé les rôles. On doit avoir l'inverse. Le troisième choix, il est aussi pas convenable parce que les deux sont de haute fréquence. Le seul choix possible, c'est celui-là. Il contient la fréquence qu'on veut moduler avec une fréquence de la porteuse qui est assez grande devant 440. Donc pour petit b, le seul couple est 440 Hz et 180 000 Hz. La suite et la fin de l'exercice 1. Petit c, le couple étant retenu, indiquez parmi les fréquences suivantes celles qui figurent dans le signal modulé. On doit seulement faire l'application numérique grand F plus petit f et grand F moins petit f et grand F. Je reconnais ici grand F. Ici, je reconnais grand F plus petit f, c'est-à-dire 180 000 plus 440. Et ici, je reconnais grand F moins petit f. C'est 180 000 moins 440. Donc, les trois fréquences qui sont dans le signal modulé sont grand F 180 000 Hz, grand F moins petit f 179 560 et grand F plus petit f 180 440 Hz. La partie C de l'exercice. Au laboratoire, pour simuler la tension modulée par le signal de 440 Hz précédent, on utilise 2 GBF et un composant électronique X. U1 de T est la tension de fréquence F et d'amplitude U1 délivrée par le premier GBF à laquelle on a ajouté une composante continue U0. U2 est la tension de fréquence grand F d'amplitude grand U2 délivrée par le second GBF. S de T est le signal modulé. Première question, quel est le nom du composant X et quel est son rôle? Le nom du composant X, c'est le multiplieur et son rôle, c'est d'exécuter la multiplication de ces deux tensions pour avoir le signal modulé en amplitude. Donc, grand C, première question, petit a. Le X s'appelle le multiplieur. Son rôle, c'est de réaliser la modulation. Il faut rajouter le terme d'amplitude, la modulation d'amplitude. Si on n'a pas ce multiplieur, on n'aura pas S de T, on n'aura pas de modulation. Donc le rôle de X, c'est de réaliser la modulation d'amplitude. Petit b, exprimer S de T en fonction de U1, U2 et K, constantes liées aux composants électroniques. S de T, c'est K fois U1 de T fois U2 de T. Il y a certains qui vont dire qu'on doit rajouter U0. C'est écrit ici, déjà U1 de T, c'est le signal modulant auquel on a ajouté une composante continue. Ça veut dire ce U1 de T, c'est le signal modulant plus U0. Deuxièmement, un oscilloscope permet de visualiser la tension modulée. On obtient l'oscillogramme ci-dessous. Cet oscillogramme représente S de T. La sensibilité verticale est de 2 volts par division et le balayage 500 microsecondes par division. Ça veut dire verticalement, chaque carreau vaut 2 volts et horizontalement, chaque carreau vaut 500 microsecondes. Remarque, en l'absence de tension, le spot occupe la ligne médiane de l'écran. C'est-à-dire que ce tiré divise cette courbe en deux parties symétriques. C'est-à-dire c'est comme c'est le 0 volt qui est au milieu de l'écran. Pour des raisons de résolution graphique, la fréquence de la porteuse a été réduite. Ça veut dire qu'on ne va pas trouver 180 000, mais une fréquence plus petite pour des raisons de résolution graphique. Petit a, quelle est la période du signal modulant? Le résultat est-il en accord avec la fréquence connue de ce signal? Je rappelle que pour avoir le signal modulant, on doit voir l'enveloppe de ce signal. Donc cette enveloppe,
possède la même fréquence que le signal modulant. Donc, pour calculer la période, je vais partir de ce maximum jusqu'à celui-là. Pour ces deux maximums, la durée entre les deux, c'est la période du signal modulant, qu'on va appeler par exemple T. On voit ici que ça fait 1, 2, 3, 4, 5 divisions. Donc la période est égale à 5 divisions, d'où la fréquence, c'est l'inverse de la période. Et en prenant chaque division égale à 500 microsecondes, on trouve. Donc T égale à 5 divisions. Et chaque division, c'est 500 microsecondes. Ça donne 2500 microsecondes. C'est-à-dire 2,5 10 puissance moins 3 secondes. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Ça nous donne pratiquement 400 Hz. Cette valeur, elle est compatible avec la fréquence 440 Hz qu'on a déjà proposée. Cette valeur est en accord avec la fréquence du signal modulant. Petit b, déterminer la valeur maximale UM de l'amplitude de la tension modulée, puis sa valeur minimale. Alors, on sait d'après le cours que cette valeur, c'est la valeur maximale. Et ceci, elle est loin de l'axe central, 1, 2, 3 divisions. Et chaque division vaut 2 volts. Donc, U maximale est égal à 6 volts. U minimale, c'est cette valeur. C'est cette valeur minimale. C'est une division, c'est-à-dire 2 volts. Petit c, exprimer le taux de modulation en fonction de UM et U petit m, c'est-à-dire U maximal et U minimal, puis le calculer. A-t-on réalisé une bonne modulation? Toujours d'après le cours, M égale la différence grand UM moins U petit m, c'est-à-dire la valeur maximale moins la valeur minimale, sur la somme de la valeur maximale et de la valeur minimale. C'est ce qu'on a appelé dans le cours la détermination du taux de modulation en mode balayage, c'est-à-dire en présence de la courbe du signal modulé. 6 moins 2 sur 6 plus 2, ça donne 0,5. Puisque M est inférieur à 1, on a une bonne modulation. Troisième question, montrer que S de T peut se mettre sous la forme S de T égale A facteur de 1 plus M cosinus 2 pi ft, cosinus 2 pi grand ft, préciser l'expression de A et de M. Pour cela, on va partir de la réponse petit b. Donc, troisième question. D'après la question petit b, S de T égale K fois U1 de T fois U2 de T. Je vais remplacer U1 par son expression. U1 de T, c'est grand U1 cosinus 2 pi petit f fois T plus U0. Il est dit dans l'énoncé que U1, c'est le signal modulant auquel on a ajouté la tension continue. Et on a U2, qui est aussi une fonction sinusoïdale. C'est grand U2 cosinus 2 pi grand F fois T. Maintenant, S de T, il est égal K facteur U0 plus U1 cosinus 2 pi ft, le tout multiplié par U2 cosinus 2 pi grand ft. On va factoriser par U0 et S de T devient égal K U0, je fais déplacer U2 aussi, ici, ça fera K U0 U2 facteur. Il me reste ici 1 plus U1 sur U0 cosinus 2 pi petit ft, le tout fois cosinus 2 pi grand ft. On va poser ce terme égal à A. A, c'est K
U0, U2. Et on va poser M, ce rapport est égal à U1 sur U0. Donc S de T s'écrira A facteur au lieu de ça, 1 plus petit m au lieu de ce rapport, cosinus 2pi ft, le tout fois cosinus de pi grand ft. C'est la première démonstration qu'on a fait dans le cours, c'est montrer que la tension modulée s'écrit sous cette forme. Exercice 2. Avec un analyseur, on mesure le spectre d'un signal modulé en amplitude S de T inconnue. Ceci, c'est le spectre de fréquence. Première question, déterminer la fréquence de la porteuse et celle du signal de modulation. La réponse à cette question est basée sur le cours, à savoir que ce signal comporte 3 fréquences. La première, c'est 2800 qui correspond à la fréquence de la porteuse moins celle du signal de modulation. Et cette fréquence centrale, c'est la fréquence de la porteuse. Et celle-ci, c'est la fréquence de la porteuse plus petit f. Donc, la fréquence de la porteuse, c'est 3000 Hz. La fréquence du signal de modulation, c'est petit f. Dans le cours, on a dit que la largeur de ce spectre, c'est 2 fois fs. C'est-à-dire 3200 moins 2800, ça fera 400 Hz. Donc 2f mesure 400 Hz, ça veut dire que petit f c'est 200 Hz. On peut faire la somme ou la différence pour obtenir petit f, mais c'est mieux de dire que la largeur c'est 2 fois f, et comme ça, en calculant la largeur, la valeur maximale moins la valeur minimale divisée par 2, j'obtiens la fréquence du signal de modulation. Deuxième question, déterminer le facteur de modulation, c'est-à-dire on veut calculer la valeur de M, le taux de modulation. Pour calculer le taux de modulation appelé ici facteur de modulation, on va utiliser les résultats du cours, c'est-à-dire on va utiliser les amplitudes relatives concernant ce spectre de fréquence, à savoir que l'amplitude relative de la fréquence centrale, c'est 0,7 et cette amplitude, elle était égale à A dans le cours. Ça, c'est le facteur A qui est égal ici à 0,7. Alors que l'amplitude relative des deux autres fréquences, elle est égale d'après le cours à AM sur 2. Ceci donc, c'est AM sur 2. D'après le graphe ici, c'est 0,15. Donc, si je veux la valeur de M, je peux diviser ce terme, cette amplitude relative, sur celle-là et j'obtiens M sur 2. Donc, on peut dire que M sur 2, elle est égale à 0,15 divisé par 0,7. Donc, le taux de modulation M égale 2 fois ce facteur, 0,15 sur 0,7. Ça donne 0,4 comme valeur. Est-ce qu'on a réalisé une bonne modulation? Oui, puisque ceci est inférieur à 1. Et en plus, la fréquence grand F est 10 fois supérieure à petit f. Exercice 3. Soit UM de T une tension modulée d'expression. On a ici l'expression en chiffres numériques. On donne K égale 0,132 volts moins 1 et U0 égale à 2,5 volts. Première question, calculer Fs et Us, la fréquence et l'amplitude de la tension modulante. Première chose à faire, c'est de réécrire UM de T sous la forme UM de T est égal à A, facteur de 1 plus M, cosinus 2pi ft, le tout fois cosinus 2pi grand ft. Donc on va toujours essayer d'écrire la tension modulée sous cette forme.
Donc pour cela, je vais factoriser par 25,2 pour faire apparaître ici 1. Et ça nous donnera l'expression suivante. UM de t égale. Je vais garder 0,167 multiplié par, j'ai factorisé par 25,2. Le crochet, il me reste ici 1 plus 13,9 divisé par 25,2 fois cosinus 9,62 10 puissance 4t. Je ferme le crochet, je multiplie par cosinus 1,89 10 puissance 6t. Ça donnera comme résultat, ce terme c'est 4,21, facteur de 1 plus 13,9 divisé par 25,2, c'est 0,552, cosinus 9,62 10 puissance 4t, fois cosinus 1,89 10 puissance 6t. Donc, par identification, le n, c'est 0,552. Et on sait que n est égal à US sur U0, l'amplitude de la tension modulante sur la tension de décalage. Donc, je peux déduire que US, c'est U0 fois n, c'est-à-dire U0 fois 0,552. Or, U0, c'est 2,5 et ça donne 1,38 volts. D'autre part, 2πf, c'est 9,62 10 puissance 4. 2π petit f, 9,62 10 puissance 4. J'en déduis que petit f égale 9,62 10 puissance 4 divisé par 2π. Ça donne 1,53 10 puissance 4 Hz. Donc, c'était la réponse à la première question. Calculer Fs, Us. Deuxième question, calculer Fp et Up. On va continuer sur la même méthode et par identification entre cette tension et la forme générale de la tension modulée, avec A qui est égal à K fois Up fois U0, c'est-à-dire ce terme A, il est égal à 4,21. J'en déduis que Up égale 4,21 sur K fois U0. En remplaçant K par 0,132 et U0 par 2,5, on trouve Up égale 12,8 volts. D'autre part, 2π grand F, c'est 1,89 10 puissance 6. Donc, grand F égale 1,89 10 puissance 6 sur 2π. Ceci donne 3,01 10 puissance 5 Hz. Troisième question, montrer qu'on a une bonne modulation. D'après le cours, on a une bonne modulation si n est inférieur à 1. Donc, on a n égale à 0,552. Elle est inférieure à 1. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, on a grand F, elle est supérieure 10 fois petit f. 3,01 10 puissance 5 est supérieur à 10 fois 1,53 10 puissance 4. Donc, puisque ces deux conditions sont réalisées, on a une bonne modulation. Quatrième question, montrer que UM de t est la somme de trois fonctions sinusoïdales dont on précisera la fréquence de chacune. Pour cela, je vais partir de l'expression trouvée de UM et je vais l'expliciter, c'est-à-dire développer ce calcul. Quatrièmement, UM de t égale. En développant ce calcul, ça nous donne 4,21 cosinus 1,89 10 puissance 6t. Ça, c'est le premier terme, 1 fois cosinus.
fois 4,21 plus 4,21 fois 0,552 cosinus fois cosinus. Cette multiplication, c'est 2,32. Et la multiplication de ces deux cosinus, on va utiliser la relation mathématique cos A fois cos B, il est égal à 1 demi cos A plus B plus cos A moins B. Donc cette expression deviendra UM de T égale 4,21 fois cosinus 1,89 10 puissance 6 T plus, en utilisant cette relation, on va trouver 1,16 cosinus 1,99 10 puissance 6 plus 1,16 cosinus 1,79 10 puissance 6. Donc le 1,99 10 puissance 6, c'est A plus B, c'est-à-dire 9,62 10 puissance 4 plus 1,89 10 puissance 6. Et le 1,79 10 puissance 6, c'est A moins B, c'est-à-dire 1,89 10 puissance 6 moins 9,62 10 puissance 4. On voit bien ici que UM est la somme de trois fonctions sinusoïdales. Donc UM de T est la somme de trois fonctions sinusoïdales. Les fréquences que contient ce signal sont grand F, c'est la fréquence de la porteuse, c'est 3,01 10 puissance 5 Hz. Puis la fréquence de la porteuse plus la fréquence du signal modulant, grand F plus petit f, c'est 3,16 10 puissance 5. Et enfin, grand F moins petit f, qui est égal 2,86 10 puissance 5. Donc c'est la réponse à la question. Montrer que UM est la somme de trois fonctions sinusoïdales dont on précisera la fréquence de chacune. Cinquième question. Donnez l'expression UE à la sortie du détecteur d'enveloppe. Maintenant, je vais reprendre la première expression générale, c'est UM de T, qui est égal à A, facteur de 1 plus M, cosinus 2pi ft, le tout fois cosinus 2pi grand ft. Alors, cette fonction sinusoïdale, cette expression, c'est son amplitude. Donc ça, c'est l'amplitude de M de T. Et ceci, il constitue l'enveloppe. Donc, après le détecteur d'enveloppe, on élimine la haute fréquence, il nous reste la basse fréquence. C'est pour ça qu'on l'appelle filtre passe-bas. Donc, UE, d'une façon générale, l'expression de l'enveloppe de la tension modulée est le suivant. A, facteur de 1, plus M, cosinus 2pi ft. Donc, par identification, l'expression numérique de UE demandée dans l'exercice, A, c'est 4,21. Ça donnera donc 4,21. Facteur de 1 plus. Le M, c'est 0,552. Cosinus 2pi petit ft, c'est 9,62 10 puissance 4t. Donc ceci, c'est l'expression de l'enveloppe qu'on obtient après le détecteur d'enveloppe, c'est-à-dire après le filtre passe-bas. Sixième et dernière question. On dut lire l'expression de U final à la sortie du filtre passe-haut, c'est-à-dire la tension après avoir éliminé la tension de décalage. D'une façon générale, UF de T revient à éliminer cette valeur qui est constante. Il donne A M cosinus de pi ft. Donc pour cet exercice, ça donne UF de T. On a déjà A, c'est 4,21 et M 0,552, ça donne 2,32, c'est-à-dire
2,32 cosinus 9,62 10 puissance 4t. Il faut remarquer une chose, que l'enveloppe, c'est toujours A facteur de 1 plus m cosinus de pi ft. Ça n'a rien à voir avec U0 plus US. Deuxième chose, la fonction qu'on obtient, elle ressemble au signal modulant en fréquence seulement et pas en amplitude. Vous constatez que l'amplitude ici c'est 2,32 de cette fonction finale, alors que la tension modulante avait une valeur de 1,38. Donc, UF ressemble à US en fréquence. Exercice 4. Représentez le schéma du circuit de détection d'enveloppe. Précisez le rôle de chaque partie et son fonctionnement. Le circuit de détection d'enveloppe contient deux parties, une diode et un dipôle RC parallèle, comme le montre le schéma suivant. Donc ce schéma contient une diode. À l'entrée de cette diode, on applique la tension modulée. À la sortie, on a une tension redressée, que j'ai appelée UD. Donc la diode va redresser la tension modulée. On applique ensuite U redressé au bord du dipôle RC et on obtient à la sortie l'enveloppe de la tension modulée. Donc, ça c'est la représentation du schéma. On va maintenant expliquer le fonctionnement de chaque partie. Pour la diode, il ne laisse passer le courant que lorsqu'elle est passante. Ça veut dire que le signal modulé va être redressé. On va garder qu'une partie de ce signal. Donc on dira que la diode ne laisse passer le courant que lorsqu'elle est passante. Donc, elle va redresser la tension modulée. Maintenant, on va expliquer le rôle du condensateur C. Le condensateur du circuit RC parallèle, ce condensateur se charge lorsque UD est croissante et se décharge lorsque UD est décroissante. Alors, cette charge et cette décharge se fait pour que UE ressemble à l'enveloppe de UD. Donc, je résume. La diode redresse le signal modulé et le condensateur de ce dipôle RC se charge lorsque UD est croissante et se décharge lorsque celle-ci est décroissante, de telle manière que la tension qui ressort UE ressemble à l'enveloppe de UD. Deuxième question, donnez l'allure de la tension après chaque partie du montage. Donc on va donner l'allure d'abord de la tension d'entrée UM, après la tension UD qui est la tension redressée, et enfin l'enveloppe UE de la tension redressée. Le graphe suivant va montrer d'abord les variations de UM. Donc ceci, c'est la tension d'entrée UM au départ avant la diode. Donc c'est UM, c'est la tension modulée. Lorsqu'il va passer à travers la diode, il va donner le graphe suivant. Donc on va avoir une tension redressée, c'est la moitié de la tension modulée. Lorsque celle-ci est positive, la diode laisse passer du courant. Lorsqu'elle est négative, il ne laisse pas passer le courant. Donc il bloque la partie négative. Il ne laisse passer que la partie positive. Donc ce graphe, c'est celui de UD. C'est le graphe après la diode. Maintenant, ce condensateur se charge lorsque cette tension est croissante et se décharge lorsqu'elle est décroissante, de telle manière à ce que UE ressemble à l'enveloppe de cette tension. Donc le graphe qu'on obtiendra à la sortie UE ressemblera à l'enveloppe de UD, c'est-à-dire ressemble à ce graphe qu'on va montrer maintenant. On précise bien qu'on aura seulement ce graphe en noir ici.
et cette partie sera éliminée. Donc, j'aurai une sinusoïde positive ou bien une sinusoïde qui est dans la partie positive. Troisième question, citez la condition d'avoir une bonne détection. Pour avoir une bonne détection, il faut que taux du dipôle RC vérifie la condition suivante. Troisième question, pour avoir une bonne détection d'enveloppe, il faut que 1 sur taux doit être très inférieur devant la fréquence de la porteuse et supérieur à la fréquence de la tension modulante, que je peux écrire aussi de cette façon-là. Taux est supérieur à la période de la porteuse, inférieur à la période du signal modulant. N'oublions pas que taux n'est autre que le produit R fois C. Donc on peut répondre soit par cette condition, soit par celle-là. Quatrièmement, représenter le schéma du circuit d'élimination de la tension de décalage. Préciser la condition nécessaire pour le bon fonctionnement de cette opération. N'oublions pas que le circuit qui va éliminer la tension de décalage est appelé aussi filtre passe-haut. C'est un dipôle RC en série qui a le schéma suivant. Donc ce schéma, ça s'appelle aussi un filtre passe-haut. C'est le circuit responsable de l'élimination de la tension de décalage. La condition pour le bon fonctionnement est 1 sur taux de ce circuit doit être inférieur à la fréquence du signal modulant. Donc, comme vous voyez dans la partie de démodulation, c'est purement des questions de cours. C'est donné par exemple le montage de détection d'enveloppe, les différents graphes après chaque partie de ce montage, le montage d'élimination de la tension décalage et les conditions de bon fonctionnement. On peut nous demander aussi le circuit de réception et de sélection. C'est l'antenne avec un dipôle LC en parallèle. C'est la fin de cette série consacrée à la modulation et démodulation d'amplitude. J'espère que vous avez bien profité de ces exercices et à la prochaine série.